Vous retrouver, toujours aussi nombreux, toujours, avec autant d'entrain. C'est vrai que on rentre dans notre quatrième semaine et donc pour la partie 2 de Franck Bonnet qui nous parle des aménagements tissulaires dans le secteur antérieur. Voilà, je vous rappelle que la semaine dernière, j'ai fait moi-même la deuxième partie sur la gestion des secteurs postérieurs maxillaires. Une session qui a aussi, eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. Franck, était là pour, l'animer, brillamment comme d'habitude et c'est vrai que, nous avons, eu énormément de questions. Malheureusement, pas le temps de répondre à tout. On a eu aussi pas mal de questions, que nous avons reçues sur les contacts que vous nous avions laissés, sur les mails de remerciements. Donc ce qu'on va probablement faire, c'est, essayer de regrouper, le maximum de questions et de vous répondre à travers une vidéo, voilà, que nous posterons sur les réseaux sociaux. Voilà, on vous donnera un peu plus d'informations, à ce propos. Voilà, Parfait. Franck. Bien, ben, on va commencer. Donc, pensez bien à poser vos questions sur le chat, comme vous le faites d'habitude. Mettez votre nom va s'afficher, et puis l'endroit où vous postez. Donc, ça, c'est toujours sympa de savoir d'où vous venez. C'est toujours un plaisir. Et puis, donc, on va pouvoir commencer notre session maintenant, le Alors temps que tout le monde se connecte petit à petit. Vas-y, Adi. Alors, juste une seconde avant que Franck ne se lance. Donc, il va effectivement vous faire une introduction. Il va faire un rappel rapide de sa première séance et donc se lancer dans la suite. Donc, à titre de rappel, comme effectivement on a du mal à répondre à toutes les inscriptions, n'hésitez pas à partager autour de vous l'information comme quoi notre webinaire est aussi diffusé sur Facebook en direct. Donc, ça permettra aux personnes qui ont des problèmes de connexion, par exemple, ou bien qui ne peuvent pas s'inscrire puisqu'on ne peut pas dépasser un certain nombre, de pouvoir suivre le webinaire. Voilà. À toi, Franck. Merci beaucoup, Adi. Alors, on va démarrer avec les rappels de ce qu'on a fait il y a 2 semaines lors de notre dernière session. Donc, on avait vu la première partie de l'architecture des tissus mous autour des implants. Voilà, donc un tout petit rappel donc, sur l'architecture des tissus mous, quelques secondes. Bien penser qu'on va vouloir réaliser une architecture qui soit la plus naturelle possible, avec la recréation des papilles et de bons niveaux de gencives marginales. Qu'on peut avoir des échecs, qu'on doit traiter aussi des échecs. Voici 2 situations d'échec. Une situation d'échec au niveau d'un implant qui a été posé il y a quelques années. Donc, un patient qui vient consulter, et vous verrez donc dans la troisième partie qu'on fera dans 15 jours comment on a traité ce cas. Et puis d'autres types d'échecs plus légers, avec des récessions sur certains implants, des implants qui ont été posés il y a plus de 10 ans par un confrère qui avait bien travaillé à l'époque avec les composants de l'époque. Et voilà le type de résultat qu'on obtient après quelques années dans ce genre de situation où les tissus n'ont pas été assez épaissis, etc., etc. Donc tout ça sont des choses qu'on traitera la prochaine fois. Les stratégies donc sont différentes selon qu'on a un implant à poser immédiatement après l'extraction ou de manière différée. Un petit rappel aussi sur l'architecture des tissus qui est modifiée après l'extraction, puisqu'on va perdre la forme de l'architecture des tissus, on va perdre cette architecture, on va perdre la hauteur des papilles, on va perdre le niveau de la gencive marginale et bien évidemment, on va perdre en épaisseur de manière considérable jusqu'à 50%. Petit rappel aussi sur la cicatrisation osseuse lors d'une extraction où on perd l'os vestibulaire essentiellement, avec donc une épaisseur de crête qui va être réduite, qu'on peut malgré tout améliorer lorsqu'on fait un comblement au moment de l'extraction, bien qu'on ne garde pas la totalité de l'épaisseur, on va garder une grande partie. Un rappel sur le fait que si on pose un implant en même temps qu'une extraction sans faire d'aménagement osseux, eh bien, on va se retrouver avec le même type de cicatrisation que si on ne fait rien, c'est-à-dire que l'os va cicatriser avec une perte osseuse vestibulaire importante. En revanche, si
lors de l'extraction implantation immédiate, on fait un comblement osseux, on va se retrouver dans une situation où on va avoir de l'os en vestibulaire de l'implant, contrairement à la situation précédente. Et puis, un petit rappel aussi sur ces techniques d'extraction partielle qu'on va aborder aujourd'hui, les fameuses techniques de socket shield, où on va laisser un bouclier, le shield c'est le bouclier, on va laisser un bouclier en dentine, une petite partie de la dent qui va préserver l'os vestibulaire ainsi que les tissus mous qui sont au niveau de cet os vestibulaire et donc l'architecture des tissus en rapport avec ce nouvel implant qui va remplacer la racine naturelle. Dernier petit rappel au niveau des tissus, c'est sur l'épaisseur des tissus mous. Quand on fait une extraction, l'épaisseur moyenne des tissus mous, c'est 1 mm. Cette épaisseur de tissu mou d'1 mm ne peut pas rester en face de la surface d'un implant sur une hauteur importante, ce qui fait que vous aurez des récessions au niveau des tissus mous si vous ne faites pas d'aménagement au niveau de ces tissus mous au moment de l'extraction implantation immédiate. Voilà, donc c'est tous ces petits rappels pour remettre le cadre au niveau des tissus mous. On doit envoyer le sondage aussi, Adi, je ne sais pas si ça a été fait. Est-ce que le Non, sondage a été envoyé? oui. Est-ce qu'on peut envoyer le sondage le temps que tout le monde Allez. se connecte? Donc, vous avez maintenant le sondage que vous avez sur votre écran. Vous pouvez effectivement répondre et soumettre une fois que vous avez répondu à toutes les questions. Vous en avez 9 et donc vous avez la première qui est à choix multiple et ensuite les autres questions, c'est une seule réponse par question. Voilà, c'est Est-ce qu'on peut parti. Vous des pouvez. questions sur les techniques voilà, d'extraction partielle, hein, c'est-à-dire socket shield, racine enfouie, pontic shield, et puis aussi sur le nombre d'implants qu'on va poser dans le secteur antérieur lorsqu'il y a un édentement de plusieurs dents. Voilà. Donc, il y a des réflexions par rapport à ça. Des réflexions intéressantes et vous aurez sans doute, en tout cas, des réponses à travers la présentation de Franck qui va nous présenter, qui va nous en parler d'une façon détaillée et d'une manière avec une iconographie assez exceptionnelle. Alors, on va les laisser répondre pendant quelques secondes encore. Alors concernant donc ce petit rappel, Franck, euh, tu vas pouvoir répondre aussi à certaines questions qui ont été posées la dernière fois. Donc, cette systématisation de la greffe conjonctive, tu peux nous dire à peu près combien de cas sur 10 cas, dans combien de cas tu vas faire cette greffe conjonctive, par exemple? Alors, les greffes conjonctives dans les techniques d'implantation immédiate sont systématiques pour moi. Je sais que l'équipe de NYU propose non pas de faire une greffe conjonctive, mais de combler, même au niveau des tissus mous, avec un substitut osseux. C'est une technique que je n'utilise pas. Et pour augmenter l'épaisseur des tissus mous, on utilise un greffon conjonctif. Ça permet aussi d'augmenter non seulement au niveau du collet de la future dent, mais aussi au niveau de la forme du procès alvéolaire qui va disparaître. Et donc, si vous voulez garder un volume suffisant au-delà même de la ligne mucogingivale, vous avez intérêt à faire un greffon conjonctif qui s'étende à ce niveau-là aussi. Donc pour moi, la greffe conjonctive est quelque chose qui doit être fait systématiquement dans ces cas d'implantation immédiate. En tout Alors cas, dans le après, secteur antérieur. pour les implantations différées, on en a parlé la dernière fois. On reparlera ici d'implantation différée dans les cas d'édentement multiple, avec des reconstructions osseuses et muqueuses. L'implantation différée, pour une unitaire, nécessite des aménagements tissulaires. Et quasiment tout le temps aussi, on a besoin de rajouter de l'épaisseur au niveau des tissus mous et donc de faire un greffon conjonctif. Donc, apprendre à prélever un greffon conjonctif, apprendre à faire une greffe conjonctive, qu'elle soit en tunnel, dans une poche ou dans un lambeau, c'est absolument indispensable, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser pour toutes ces techniques d'esthétique en implantologie. Okay. Donc, il y a déjà des questions sur les greffes conjonctives enfouies, mais je pense que tu vas le montrer à travers tes vidéos. On va peut-être te laisser commencer parce que tu as beaucoup de matériel à nous montrer. Allez. Oui.
Alors, Merci je Franck. voudrais faire disparaître le sondage que j'arrive pas à faire disparaître, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, on va avancer quand même. Allez, on y va. Donc, ça, c'est le dernier cas que je vous avais présenté la dernière fois. Ben voilà, le sondage disparaît tout seul, c'est parfait. C'est le dernier cas que je vous avais présenté la dernière fois. C'est-à-dire, c'est un cas d'extraction et implantation immédiate un peu limite. Pourquoi? Parce qu'on a une légère récession au niveau de la dent 21. Vous voyez aussi la coloration de la gencive qu'on a liée à la coloration de la racine. Vous voyez aussi sur la coupe 3D la perte osseuse. Et vous pouvez noter aussi qu'en regard de la partie vestibulaire de la racine, au niveau cervical, on a encore de l'os résiduel. Et c'est cet os résiduel qui nous maintient l'architecture des tissus et qui va nous permettre de faire une implantation immédiate, même dans ce cas-là. Donc ça, c'était le résultat obtenu. Et donc, on va voir maintenant des situations un peu plus critiques. On va avancer dans nos indications, on va étendre nos indications d'implantation immédiate, unitaire. Donc, un type 2 au niveau gencive, un type 2 au niveau osseux, de la classification de Jobs-Dallis, dont j'avais parlé la dernière fois. Ici, une patiente qui m'a été adressée par une orthodontiste pour régler ce problème au niveau de la 21, 21 qui est une dent qui a une grosse résorption radiculaire, comme vous le verrez sur la radio qui suit. Mais comme vous le voyez sur cette photo, elle a une ligne de collée qui est très décalée par rapport à la 11. Et on a aussi un petit problème de positionnement des autres dents et un équilibre au niveau du sourire. Donc, l'indication pour moi d'implantation immédiate ne peut se faire que si on corrige le niveau des tissus mous. Dans ce cas-là, par une orthodontie préalable qui va permettre de réaligner l'ensemble des dents, puisque la patiente avait un peu laissé tomber son traitement orthodontique. Donc, on fait reprendre le traitement orthodontique pendant 6 mois, 3 mois pour les mouvements, 3 mois pour la contention, extraction, mise en place de l'implant avec aménagement osseux dans le même temps opératoire, greffe conjonctive, mise en place d'une couronne provisoire, empreinte et puis couronne finale. Donc, vous voyez ici la fin de l'alignement au niveau orthodontique. Vous voyez que cette dent a été mobilisée et alignée. Les collets sont au même niveau. On va pouvoir passer, alors malgré une hygiène un tout petit peu malmenée, donc on demande avant l'intervention, bien évidemment, à la patiente de brosser beaucoup plus. Et puis, on arrive au moment donc, où le traitement orthodontique est terminé. La patiente a brossé correctement au niveau de ses dents et on va pouvoir faire cette implantation immédiate. Donc, vous voyez que même s'il reste très peu de racines, à partir du moment où on a de l'attachement, un attachement au niveau des fibres, on va avoir la possibilité de tracter ces tissus. Au niveau osseux, vous voyez qu'on a peu d'épaisseur osseuse. On va donc utiliser un implant de petit diamètre pour remplacer cette incisive centrale. Voilà au moment, le jour de l'intervention, donc l'extraction de cette dent, la récupération de la couronne de la patiente qui va être préparée, c'est-à-dire qu'on va, étant donné qu'elle était plus foncée, on va lui faire un éclaircissement, plus une préparation pour coller le cylindre provisoire avec etching bonding, et puis mise en place donc d'un cylindre provisoire le jour de l'intervention pour connecter la couronne naturelle du patient et avoir une provisoire qui soit la plus naturelle possible. Donc là, on est à la fin de l'intervention. 4 mois après, on va déposer la couronne provisoire, qui est en fait la couronne naturelle de la patiente, qui a été connectée sur un cylindre, pour ensuite faire l'empreinte, transmettre les informations au laboratoire, qui va préparer une couronne. On l'a vu en détail la dernière fois, c'est pour ça que je passe assez rapidement là-dessus, pour avoir une couronne qui va être transvissée, donc avec une stratification de porcelaine directement sur un pilier zircone qui aura une morphologie plus ample que celle d'un pilier traditionnel. Et on aura le résultat du traitement de cette patiente avec un alignement décollé. Comme vous le voyez, une patiente qui a un sourire gingival et, comme vous pouvez le voir sur la radio, un implant de petit diamètre qui a été posé pour ce cas d'extraction-implantation immédiate. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est une modification de l'architecture des tissus mous préalablement à l'extraction-implantation immédiate, de manière à avoir un alignement décollé avant de faire ce traitement d'extraction-implantation immédiate. Donc, je ne sais pas si tu as des questions avant de Alors, passer aux questions. j'ai une question intéressante. Pourquoi contention de 3 mois? On peut peut-être sortir de l'écran, si tu veux bien. Avec plaisir. Si j'arrive à attraper
l'arrêter Oui, de il est partager. toujours mal placé, ce. Non, ça y est, c'est bon, je l'ai attrapé là. Voilà. Ah, ok, cool. Alors, pourquoi contention de 3 mois si tu extrais après par la Non. suite? Est-ce qu'on est sorti là ou pas? Oui, 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 on est bien, on est bien, on C'est bon. est voilà. Donc, Ok, parfait. c'est quoi le raisonnement donc de la contention de 3 mois puisqu'on extrait après? La contention de 3 mois, c'est pour que les tissus soient stabilisés. Si on a un changement aussi du niveau osseux qui soit stabilisé aussi avant de faire la mise en place de l'implant. C'est-à-dire, en fait, c'est une fois qu'on a mobilisé les tissus, si on intervient trop vite, on a un effet de repositionnement naturel, ça va remonter là où c'était. Donc, il faut vraiment stabiliser pendant 3 mois minimum les tissus. Pour les tissus osseux, le tissu osseux, oui, mais pour les tissus moi aussi, on est Les d'accord? tissus mous aussi, et on peut faire aussi une fibrotomie de manière à couper les fibres du ligament. Mais en tout cas, c'est important d'avoir une stabilisation avant de Stabilisation. faire l'implantation. Hein. Comment tu as Il ne faut pas géré le le faire défaut? vaciller. Comment tu as géré le défaut osseux? Donc, il n'y avait pas vraiment de défaut osseux puisqu'on n'avait pas de racines. Donc, on a pu mettre l'implant vraiment dans l'os qu'il y avait, même si on n'a pas beaucoup, on a mis un implant étroit, on devait avoir 6 millimètres d'os au niveau de la largeur vestibulo-palatine. Pourquoi hexagone externe? Donc, Parce qu'à l'époque, c'était des à hexagones l'époque, externes, c'était sont des ça. cas Ok, bon. sont des cas qu'on suit donc pour les documenter. C'est un cas qui doit avoir 7-8 ans ou 10 ans. Donc je crois qu'il y a la date au début. Je l'ai pas relevé en vous le disant, mais c'est un cas qui a au C'est moins. un cas ancien. Ok. On peut reprendre si tu veux bien avec la suite et juste si tu peux redémarrer avec la dernière diapo. Absolument. On va se remettre Comme dessus. ça, on voit le cas bien fini. Oui, il y avait une demande sur le cas. Est-ce que tu peux remontrer la. Oui, ok. La diapo du plan de traitement, si c'est pas très compliqué. Voilà, on a une demande particulière pour ça. Rapidement. Ok, voilà, je pense que c'était ça. Ici, celle de départ. Non, le plan de traitement, la chronologie, je crois. Voilà. Donc, ortho 6 mois, stabilisation au bout de 3 mois, extraction, 3 mois implantation immédiate. d'orthodontie avec la stabilisation, ce qui fait 6 mois en tout. Extraction, implantation immédiate avec greffe osseuse et greffe conjonctive. Ok, parfait. Allez, on peut repartir. C'est bon. Merci. C'est bon. Et après, on attend 4 mois avant de faire l'empreinte et puis la pose de la couronne finale. On avance. Voilà, une autre Magnifique. situation, qui est une situation critique aussi, avec, dans ce cas-là, comme vous pouvez le noter, par rapport à la 21, donc la 11 qui doit être extraite, vous avez la radio sur le côté, hop, je vais me mettre comme ça. Est-ce que je peux te voir différemment? Oui, voilà. Vous avez la radio donc, qui vous montre cette poche du côté mésial de la dent, avec aussi sur la photo de la dent extraite, la perforation vestibulaire, donc qui a entraîné une récession, donc une perte osseuse et une récession à ce niveau-là. Et donc, on a une situation muqueuse qui est une situation défavorable. Vous regardez le niveau entre 11 et 21, vous regardez le biotype, donc l'épaisseur des tissus mous. Et au niveau osseux, donc on a une perte osseuse mésiale qui est assez importante. Et on a une patiente qui nous demande de traiter ce cas de manière la plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, soit on va faire de l'orthodontie préalable, comme vous l'avez vu, hein, soit on va faire une technique. Alors, hop, si ça veut bien avancer, voilà. Soit on va faire une technique de lambeaux déplacés coronairement ou de tunnelisation avec des points suspendus associés à une greffe conjonctive de manière à décaler le niveau de la gencive marginale coronairement au moment de la mise en place de l'implant. Donc, c'est une seule intervention, pas d'orthodontie préalable, 4 mois après empreinte et puis couronne définitive. Donc, c'est une intervention. Cette intervention,
elle nécessite un certain nombre de points précis, c'est-à-dire de positionner l'implant en palatin, très en palatin, un peu plus enfoui, puisque le niveau osseux est remonté donc apicalement. On va enfouir un peu plus l'implant pour que le col de l'implant soit au niveau osseux. Donc, si on a une récession de 2 mm, eh bien, on va devoir décaler l'implant au moins de 1 mm, puisqu'on a… alors, en denture naturelle, classiquement, on considère que l'os se situe 3 mm apicalement au niveau de la gencive marginale. Et au niveau des implants, on est à 4 mm. Donc, ça nous laisse 1 mm de décalage. Puisqu'on a 2 mm par rapport au niveau de la gencive marginale, eh bien, on va pouvoir simplement enfouir l'implant d'1 millimètre de plus. Bon, ce sont des petits calculs, mais il y a une certaine logique au niveau biologique. Et pendant la chirurgie, de toute façon, on va vérifier où sont les niveaux osseux. Ensuite, donc, on va glisser un greffon conjonctif, on va créer une enveloppe, greffer au niveau vestibulaire. Et comme vous le voyez ici en bas à droite, on va déplacer coronairement et stabiliser les tissus avec 2 points sur ces 2 petites cornes qui sont faites ici. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire comme au niveau des dents naturelles, on ne va pas mettre un point de composite entre la dent sur implant, la dent prothétique sur implant et puis la dent naturelle, parce qu'on va éviter de connecter cette prothèse implantaire aux dents naturelles pendant la phase d'ostéo-intégration. Donc, on va créer ces points qui nous permettent de stabiliser les tissus verticalement, ce qui fait qu'au moment de la réalisation prothétique, on a un niveau muqueux qui est un niveau qui est tout à fait acceptable par rapport à la dent contralatérale. Et vous voyez le résultat ici en 2015, 4 ans après l'intervention, où on a des niveaux qui sont restés stables à ce niveau-là. C'est une belle prothèse qui a été faite par Jean-Pierre Cazu. Vous voyez aussi la radiographie de contrôle. Donc, cette technique a été décrite aussi par Zucchelli en 2016, je crois, de lambeaux repositionnés coronairement. Là, c'était une tunnelisation, mais vous pouvez très bien le faire avec un lambeau repositionné coronairement associé à une greffe conjonctive. Donc, voilà les 2 cas de figure où on va pouvoir modifier la morphologie des tissus mous au moment de l'extraction, implantation immédiate. On n'est pas obligé de faire une implantation différée dans ces cas-là. Alors, on va peut-être passer un petit peu aux questions Oui. rapidement. On sort du diaporama. C'est une patiente jeune. C'est quoi l'âge de la patiente? Non, c'est une patiente âgée qui a une soixantaine d'années. Quand tu vois D'accord. le Alors, niveau de tu as géré ce cas merveilleusement bien. C'est quoi ta limite? C'est pas ton seuil, on va dire, au-delà duquel tu vas différer l'implantation. Puisque là, on sort un petit peu, je dirais, du cadre, on notamment sort du du cadre classique. consensus. Voilà, on sort du cadre classique. Exactement. Normalement, quand on a une récession, bon, jusqu'à l'article de Zucchelli de 2016, c'est-à-dire que jusque-là, on disait qu'à partir du moment où on avait une récession, ce n'était pas une indication pour l'implantation immédiate. Donc, quelle est la limite? Pour moi, la limite, c'est la même limite que celle qu'on a au niveau de la chirurgie muco-gingivale classique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à faire un recouvrement qui soit valable, donc jusqu'à 3 mm, on arrive sans problème à gérer ce genre de cas. Plus la récession est importante et bien évidemment, plus le cas devient risqué en termes de résultats. Ici, c'est une patiente qui n'a pas de vraie demande esthétique. Vous avez vu qu'on n'a rien fait par rapport au niveau des collets. Il n'y a pas eu de travail esthétique au niveau des dents. Donc, c'était vraiment un remplacement dans une esthétique. C'était une intégration esthétique et non pas une réhabilitation esthétique. C'est important de bien différencier les 2 types de cas. On a des patients qui nous demandent de modifier leur esthétique complètement. Et à ce moment-là, on fait des réhabilitations esthétiques ou une intégration esthétique. Et dans ce cas-là, on va simplement intégrer un élément, l'élément qui doit être changé par rapport à l'existant, sans chercher à avoir une amélioration. Donc, tout dépend aussi de la demande du patient. C'est très important. On n'en parle pas assez. Demande du patient. Et puis, la limite technique, c'est pour moi 2 mm si on veut être sûr. On peut aller jusqu'à 3 mm. Au-delà, ça devient trop hasardeux. Évidemment, ce sont aussi les pics osseux, mésiaux et distaux, qui vont te permettre de… Alors,
Les tissus mous, bien évidemment, sont aussi liés à ce qu'on a au niveau osseux en dessous. Hein. Ça, c'est bien évident. Et on retrouve les classifications de Miller. C'est-à-dire, si vous êtes dans une classe 1 de Miller, c'est bon. Dès qu'on commence à rentrer dans les classes 2, classe 3, classe 4, on est hors sujet. On est moins prévisible, absolument. Bien sûr. Tout à fait. Alors, quelques questions. Comment tu as géré le défaut osseux en mésial? Ça a été, il y a eu un comblement osseux. Hein, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, pendant le forage, on récupère l'os de forage, on mixe avec une hydroxyapatite d'origine bovine, équine, comme vous voulez, et ensuite, on va donc combler, et par-dessus, on aura donc le greffon conjonctif. Ok. Donc, et ce conjonctif, il y a pas mal de questions sur les sutures, comment tu gères. Donc, la première chose, c'est la stabilisation du greffon à l'intérieur des tissus mous, hein, puisque ce n'est pas un lambeau, c'est une tunnelisation. Donc, on va stabiliser le greffon. Et ensuite, on va déplacer coronairement l'ensemble. Voilà. Donc, première étape, c'est stabilisation des tissus mous. Et ensuite, mobilisation et déplacement de l'ensemble et stabilisation à l'aide de sutures. Ok. Et quelque chose de particulier par rapport au point suspendu que tu as fait? Non, ce n'est pas très Non. compliqué. Hein, c'est tout simple. Hein. Beaucoup plus Ok. simple que les points qu'on fait au niveau des dents. D'accord. Donc, le plus important, probablement, c'est peut-être la libéralisation, enfin, la libération Et la libération des tissus mous pour que cette traction se fasse. sans tension. Ok. Hein, c'est-à-dire qu'on va mobiliser, il faut qu'il n'y ait plus de tension. Donc, ça veut dire qu'il faut étendre, bien évidemment, l'incision en semi-épaisseur le plus près possible de l'os. On reste le plus près possible de l'os, mais on est bien évidemment en demi-épaisseur, de manière à ce qu'on puisse mobiliser les tissus mous verticalement sans qu'il y ait de tension, sinon ça va remonter Est-ce que tu automatiquement. recherches l'étiologie? Parce qu'on on a plusieurs questions sur le brossage traumatique, sur l'usure. Est-ce que c'est quelque chose qui peut éventuellement te Alors, freiner dans ce genre d'indication? il y a une éducation, bien évidemment, du patient sur la manière de se brosser les dents, le contrôle de plaque, enfin, tout ce qu'on fait au niveau préparation parodontale, ça va sans dire. Ensuite, dans ce genre d'indication, on demande au patient s'il veut qu'on améliore le recouvrement des dents d'à côté, enfin, etc. Bien sûr, on peut améliorer beaucoup plus la situation. Mais dans ce cas-là, c'était une situation où la patiente voulait simplement qu'on remplace la dent et n'avait pas besoin, enfin en tout cas n'exprimait pas le besoin d'aller plus loin en termes d'amélioration esthétique. Elle voulait simplement qu'on lui remplace sa dent qui était en mauvais état. Donc du Vissage, coup, dévissage, est-ce que ça te pose problème pour ne pas détacher enfin, la tâche? à, à quel niveau? J'ai pas, Ben, j'ai pas entendu. est-ce que le fait de visser, dévisser, est-ce que ça va jouer un rôle Au niveau par rapport prothétique, au niveau prothétique, oui? on va bien évidemment manipuler le moins possible les tissus. Donc on a une séance où on va dévisser le provisoire et faire l'empreinte. Une séance où on va essayer la prothèse et si elle va bien, on va la visser et on la dévissera plus. Très souvent, pour des antérieurs comme ça, il y a de nombreux essayages et donc, malheureusement, parfois, on fait beaucoup de manipulations de vissage, dévissage, tout simplement pour des questions de qualité de réalisation prothétique, hein, au niveau esthétique. Est-ce Pour que une tu antérieure, retravailles ta provisoire, tu la rebases? non. La Non. provisoire, au départ, a une certaine forme et ensuite, on va reproduire cette forme-là. Il faut vraiment veiller le jour de la temporisation immédiate à laisser de la place, à faire des concavités pour laisser de la place aux tissus mous, pour avoir des tissus épais. C'est très important d'avoir des tissus épais, bien évidemment, pour avoir une bonne stabilité des tissus dans le temps. Okay. Est-ce que tu as mis une membrane par hasard? Non, non, Non. j'ai Ok. eu fait ce Bon. genre de choses. Ouais. Je ne le fais plus. Ok. Bon. On va peut-être te laisser continuer. Oui, on y va. Allez. Cool. Donc, j'essaie de prendre le maximum de questions possibles, de les synthétiser, comme vous voyez. Donc, je pense qu'on essaie de répondre à peu près à toutes les questions. Oui, il y aura
une vidéo qui va vous permettre de voir un peu plus de détails techniques sur la tunnelisation, sur la greffe conjonctive et les Oui, 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 sutures. oui, bien sûr. Voilà. Ça Tout vient, à ça fait. vient. Allez. Alors, ensuite, on va aborder maintenant, donc, on a abordé donc, les différentes catégories pour les indentements unitaires, avec les classes 1, les classes 2, jusqu'aux classes 3 osseuses, mais pas de classe 3 muqueuse. Hein, c'est important qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et on va parler maintenant d'une technique, une technique d'extraction partielle qui est la technique de socket shield, qui est une technique qui a été présentée en 2010 par Marcus Urzeler, qui a fait l'objet d'un certain nombre de publications d'autres équipes. On a 38 publications sur PubMed à l'heure actuelle, avec des cohortes de patients qui commencent à être suffisamment importantes pour qu'on voit et qu'on ait un recul maintenant au niveau scientifique et une analyse des résultats cliniques de ce qu'on peut obtenir avec cette technique. Alors, la technique de socket shield, quel est le principe? Le principe, c'est de conserver donc une partie vestibulaire de la racine. Cette partie vestibulaire de la racine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle maintient l'os vestibulaire et elle maintient les tissus mous. Donc, l'architecture des tissus mous est maintenue grâce à ce morceau de racine qui est laissé en place. Donc, ça peut paraître particulier, mais le concept est extrêmement intelligent parce qu'on va avoir, grâce à ça, un maintien ad integrum de ce qui existait avant l'intervention. Donc, on voit un cas de type 1, au niveau gencive et os. Il faut commencer toujours par des cas faciles. Quel est ce cas? Voilà, c'est un patient qui a eu un accident avec une nécrose de la 11, une fracture au niveau de la 21. Cette fracture, elle va donc entraîner une extraction, elle est mal placée, on ne peut pas conserver la dent en l'état, et on va traiter la 11 au niveau endodontique. Donc, il n'y aura qu'une seule intervention au niveau de cet implant qui sera passé au niveau de la 21, c'est cette technique de socket shield, pas d'aménagement osseux, pas d'aménagement muqueux. 4 mois après, on fera la technique d'empreinte, puis ensuite la couronne définitive. Voilà un peu résumé les étapes au niveau de l'intervention, où on va découper, vous le verrez sur une vidéo, où on va découper cette racine, on va la préparer, on va préparer ce petit morceau de dentine qui reste. Vous voyez à droite de l'image, donc sur cette radio, sur ce cone beam post-opératoire, la forme et la taille de ce petit morceau de dentine qui fait à peu près entre 6 et 8 mm de hauteur, qui fait 1 mm à 1,5 mm d'épaisseur, comme vous le voyez, qui se retrouve légèrement coronaire par rapport à l'os vestibulaire, puisqu'on garde toute la partie attachée. On ne va pas couper toute la racine jusqu'à l'os, on la coupe jusqu'à son niveau d'attache. Donc ça, c'est 4 mois après. 4 mois après, on va dévisser la couronne provisoire, faire l'empreinte. Une fois qu'on a fait l'empreinte, au laboratoire, ils vont préparer la prothèse définitive. Voilà les tissus tels qu'ils sont après la cicatrisation. Voilà la vue vestibulaire. Et sur cette vue vestibulaire, vous voyez bien qu'il n'y a aucune trace de cicatrisation, que la gencive a vraiment un piqueté absolument parfait. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est comme si on n'avait rien fait. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas, on n'est pas intervenu du tout sur les tissus mous pendant cette intervention de mise en place d'implants. Donc, extraction, implantation immédiate. La prothèse qui a été réalisée ici par Jean-Pierre Cazu, donc avec une couronne, toujours le même principe, couronne zircone, transvissée, stratification de porcelaine dessus. La dent contrôle-latérale avec la même technique. On aurait pu faire une facette sur la dent d'à côté, faire un éclaircissement interne, mais vous le savez certainement, si vous faites de la prothèse dans ce genre de situation, il est quasi impossible d'avoir le même rendu esthétique entre une dent transvissée sur une base zircone par rapport à une facette à côté. C'est illusoire. Donc, pour des questions de rendu esthétique, on va travailler de la même manière pour les deux dents et on va pouvoir visser cette prothèse. Vous voyez la qualité des tissus au moment du vissage de la prothèse, où on voit que la papille, aussi bien la papille mésiale que la papille distale, sont absolument intactes grâce à cette technique d'extraction implantation immédiate avec le socket shield. Bien évidemment, il faut que le provisoire maintienne aussi les tissus. Et voici la situation à la fin du traitement. Vous voyez la coupe à la fin du traitement.
avec le sourire gingival de ce patient. Donc ça, c'est vous, pour vous parler de cette technique de socket shield. Donc je pense qu'il y a des questions là-dessus avant qu'on continue. Absolument. Tu n'as pas fait de comblement, Franck, sur ce cas? Du tout, du tout. Et en Du tout. général, donc tu ne fais pas de comblement quand tu Je pratiques fais un comblement si le la gap est technique. important. Si le gap est important, je D'accord. fais un comblement. Ça peut m'arriver, mais j'essaye de ne pas avoir à faire de comblement. Donc, on se tient à peu près à 1 mm, 1 mm 5 du morceau de dentine, du shield, de manière à avoir une ossification naturelle qui s'interpose entre la dentine et l'implant. Ok. Tu n'as jamais d'infection ou de séquestre quand tu Alors, fais ce genre d'intervention? j'ai eu trois complications. On a fait, alors je n'en ai pas fait des centaines, hein, on en a fait beaucoup. Moi, j'ai commencé en 2012 à faire ça, donc ça fait 8 ans de recul. Le premier cas que j'avais Hmm. présenté, j'avais commencé en 2011, pardon. Le premier cas que j'avais présenté, c'est en 2012, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était au congrès Absolument. Nobel à Avignon. Tout à fait. Voilà, c'était le premier cas que je présentais de Socket Shield pour une centrale. J'ai eu trois types de complications. La première, c'est opératoire, c'est-à-dire qu'en travaillant, en préparant la racine, j'ai vu à un moment donné le petit bout de racine partir en l'air, comme ça, parce que j'avais accroché avec des fraises qui étaient trop agressives, et donc le petit bout de dentine s'est décollé. Donc ça, c'est quand vous avez passé un certain temps à découper la racine, toi qui en fais aussi, tu sais ce que c'est, et il faut faire ça de manière très méticuleuse, il faut couper, tailler la racine, enlever la partie palatine, enlever la partie apicale. Et voilà, donc c'est beaucoup de travail et quand à la fin vous voyez partir ça, donc c'est assez déprimant. Tu peux nous détailler rapidement la technique? On va la voir en vidéo Ah, après. tu vas l'avoir envie. Très, très Ouais, bien, on va très la voir en bien. vidéo, donc je expliquerai un peu Ok, plus. parfait, parfait. Ensuite, Qu'est-ce qui va te faire poser l'indication Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu pour les complications. non, Oui. non, C'est ça? l'indication, je peux venir dessus. L'indication, c'est quoi? C'est une Oui. architecture absolument parfaite des tissus mous avant l'intervention. Je pense que ce n'est pas une indication majeure quand on a une dent unitaire. Hein. Ici, pareil, c'est un cas qui a été fait il y a plusieurs années. Ce n'est pas une indication majeure quand on a une unitaire. Je pense que c'est une indication majeure quand on a des implants multiples, et je vais vous le montrer plus tard. Parce qu'on ne peut pas avoir de meilleurs résultats qu'avec cette technique dans un certain nombre d'indications. Là, si vous faites la technique d'implantation immédiate classique qu'on utilise avec comblement osseux et muqueux, eh bien, on peut avoir des résultats qui soient similaires. Hein, je vous en ai montré. Donc, c'est vraiment un choix qui n'est pas obligatoire dans ce genre d'indication. Alors, pour revenir aux complications post-op, j'ai eu dans deux situations pour donc un cas d'une canine sur laquelle il y avait eu un socket shield, une technique de socket shield, où le morceau de dentine est passé à travers la gencive en vestibulaire 5 ans après. On a vu ça une fois. Donc, on a pu retirer ce petit morceau, faire un lambeau, greffer en vestibulaire avec un mélange os et substitut osseux, mettre un petit bout de membrane et puis refermer. Ça posait aucun problème. Je ne dis pas que c'est agréable, mais ce n'est pas une catastrophe, hein, que ce soit bien clair. Et puis, alors, je n'ai pas eu de cas d'infection. J'ai pas eu d'infection autour des implants. Et puis, un autre cas. Évidemment, quand tu prépares cette partie. Oui, pardon. Et puis Oui, aussi vas-y, vas-y. une autre complication au niveau d'un Pontic Shield. Le Pontic Shield, c'est la même technique. Je vous montrerai tout à l'heure, ou plutôt peut-être la prochaine fois, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. Mais le Pontic Shield, c'est quand on utilise cette technique au niveau d'un pontic pour préserver l'os d'une dent qui ne peut pas être conservée, d'une racine qui ne peut pas être conservée correctement d'un point de vue endodontique. Hein, on peut faire on peut recouvrir une racine, mais ça nécessite un traitement endodontique correct. Dans les cas où ce n'est pas possible, on va faire un Pontic Shield, c'est-à-dire qu'on va conserver la partie vestibulaire et proximale, et puis combler à l'intérieur, mais je vous expliquerai ça la prochaine fois en détail. Voilà pour les complications. Rapidement pour te laisser, voilà, rapidement pour te laisser avancer, Ouais. si évidemment le morceau bouge, tu ne le gardes pas Alors, pendant la préparation. si le morceau
bouge beaucoup par rapport à l'os. Si c'est l'ensemble racine-os qui a une certaine élasticité, ça ne me pose aucun problème. Lors de l'extraction, ça ne me gêne pas, et vous le verrez, de m'appuyer pour écarter les deux morceaux de racine à partir du moment où l'os et le fragment de dentine bougent ensemble. C'est l'élasticité de l'os qui va être là. En revanche, si le fragment bouge tout seul dans l'os, à ce moment-là, on ne peut pas le garder. Il va Quel est le reprendre sa devenir de ce morceau osseux, Franck? Alors, on trouve dans la littérature plusieurs choses. Il y a des cas qui ont été traités avec Endogain, où on se retrouve avec du sément, un néocément sur la surface de la racine. Et dans ce cas-là, on va dire que ce morceau de dentine est protégé. Si on n'a pas de néocément au niveau de ce morceau de racine, eh bien, on a toutes les chances qu'il y ait une ankylose et résorption, enfin, et ça dépend bien évidemment de la biologie du patient, puisque tous les patients ne réagissent pas de la même manière, n'ont pas une activité de résorption qui est équivalente. Et donc, on peut avoir une résorption osseuse qui serait plutôt une bonne idée, parce que si on a ankylose et résorption, ça veut dire que la racine va être remplacée par de l'os, et qu'à ce moment-là, on a tout gagné. Ok. Allez, on va te laisser continuer, c'est parfait. On a répondu à pas mal de questions. Merci. Alors voilà une autre situation clinique. Donc on avance dans la complexité des situations. Voilà un patient qui a un sourire qui dégage, vous le verrez peut-être sur les diapos plus tard, mais qui dégage légèrement au niveau des collets, mais qui montre bien les papilles, mais qui dégage quand même les collets. C'est un implant qui a été posé il y a une quinzaine d'années, au moment où je suis intervenu. C'est un cas que j'avais traité en direct à l'hôpital américain. J'avais été invité par Mitri Derapana et par Pascal Ziman. Et donc, on se retrouve dans une situation où on a eu bien évidemment une modification de la position de la 11, vous voyez, par rapport à la 21. Les bords libres ne sont pas au même niveau. Hein, il y a eu une croissance à cet endroit-là. Donc ça, c'est quelque chose qui existe aussi. C'est un point qu'il ne faut pas négliger quand on fait de l'implantologie dans le secteur antérieur. On a quoi? On a aussi des niveaux de muqueux qui sont différents. Vous voyez qu'au niveau de la 21, on a un implant qui, on voit transparaître à travers la muqueuse le pilier. On a des brides cicatricielles. On a une muqueuse, vous allez le voir sur les prochaines photos, qui est assez fine. Et quand vous regardiez la radio rétroalvéolaire sur le côté droit, vous voyez que c'est un implant de gros diamètre. Donc, à l'époque, c'était les standards de mise en place d'implants qui avaient été prônés par Tarnot et l'école américaine, c'est-à-dire un gros implant pour remplir l'alvéole, et puis on le mettait en vestibulaire, surtout pour tenir l'os vestibulaire. Hein, c'était ça, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont connu cette époque, c'était la manière dont il fallait travailler. C'est une façon dont qu'on n'a jamais pratiqué, nous, pour ceux qui faisaient de l'implantologie issue de l'implantologie vissée, parce que quand on voulait visser, il fallait absolument qu'on mette l'implant palatin. Donc, le placement d'implant dans cette position, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas pratiqué, que je n'ai pas connu, mais c'était très indiqué pendant une époque de travailler comme ça. Et voilà les résultats que ça donne à long terme. Voilà, vous voyez ici le sourire du patient et son sourire forcé, une mimique forcée où on voit les tissus mous. Et puis, quand on dépose les prothèses, voilà ce qu'on observe. Vous voyez que l'implant au niveau de la 21 est extrêmement proche de la partie vestibulaire. On a très peu de muqueuse par-dessus cet implant. Au niveau de la 3D, eh bien, on s'aperçoit que pour poser l'implant au niveau de la 11, on va être dans des conditions tout à fait correctes. En revanche, la 21 nous pose un certain nombre de questions. Hein. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire de cet implant? Il n'y a pas d'infection, donc c'est important. Il n'y a pas de périimplantite. Hein. Il n'y a pas d'infection au niveau de ces tissus. Vous voyez aussi, si vous regardez au niveau de cervical de cette coupe, la 4e coupe, donc là, celle où on voit bien l'implant, vous voyez aussi que l'épaisseur de la gencive est très, très fine. Hein. On a une épaisseur de tissu mou qui est très fine, qui correspond à ce qu'on imagine sur la vue clinique, puisqu'on voit par transparence ce pilier métallique au niveau de cet implant. Donc la question, c'est est-ce qu'on fait une explantation ou est-ce qu'on conserve l'implant et on va modifier son environnement? Voilà, donc dans ce cas-là,
étant donné qu'il n'y a pas d'infection, qu'on n'a pas de sondage au niveau de cet implant, on va choisir une technique qui va consister à modifier l'environnement muqueux, c'est-à-dire d'épaissir les tissus, de les repositionner verticalement, un peu comme ce qu'on a vu lors de la mise en place de l'implant, mais là, c'est sur un implant déjà existant, de manière à corriger la position des tissus. Donc, on va pouvoir traiter ce patient en une seule séquence. L'autre question qui se pose, c'est que va-t-il se passer entre ces deux implants? Parce qu'en fait, le pic osseux, on sait très bien qu'il est maintenu par la dent qui est à côté de l'implant. Hein, ça, ce sont des publications qui sont anciennes, de Kahn notamment, de Joseph Kahn. Quand on enlève la dent à côté d'un implant et qu'on va mettre un implant, on perd le pic osseux. Donc, le but, ça va être de conserver ce pic osseux. Et pour conserver ce pic osseux, on va utiliser une technique de socket shield que je vais vous détailler un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une seule intervention chirurgicale avec socket shield, pose de l'implant et greffe conjonctive associée, mise en place de la prothèse provisoire, empreinte à 4 mois et couronne définitive. Donc, c'est une seule intervention avec cette situation qui est malgré tout relativement complexe. Voici donc la première partie qui est la préparation. Vous allez voir donc la préparation de la partie de la dentine. Donc, on va fraiser pour séparer la partie vestibulaire et mésiale qu'on va conserver. Donc, on conserve tout ce qui nous tient le pic osseux. Vous voyez ici qu'on a une certaine élasticité de l'os vestibulaire, on ne s'en prive pas. On va décoller la partie palatine de la racine, voilà, qui va être détachée. Vous voyez ici l'apex, hein, qu'on va aller fraiser et récupérer. Donc, vous verrez sur la vidéo d'à côté, on va récupérer ce petit apex. Et ensuite, on va terminer la préparation de cette partie de dentine. On va vérifier qu'on ne laisse pas de poche, voilà, que le niveau de préparation soit au niveau de la tâche, aussi bien en vestibulaire qu'en proximal. Et on va ensuite faire la préparation au niveau osseux pour placer l'implant. Donc, un fraisage en palatin qui va nous laisser de l'espace entre, voilà, vous voyez ici l'indicateur de direction. Vous voyez le décalage entre le shield et la préparation osseuse. Et on va mettre l'implant donc dans ce site de la 11. Et alors, au niveau de la 21, on va faire une technique de tunnelisation. Vous voyez ici qu'on va inciser au plus près de l'os. Alors, on pourrait utiliser une partie décollement et une partie avec la lame et une partie avec des micro-décolleurs. Moi, je prends la lame sur toute la hauteur. Bon, après, chacun sa technique. De manière à pouvoir avoir une poche qui soit vraiment d'une seule pièce. On va aussi étendre donc aux secteurs latéraux. Voilà. Et on va glisser un conjonctif que vous voyez ici, qui va être stabilisé au niveau de la gencive marginale, donc stabilisé avec des sutures. C'est ce que vous voyez sur la dernière partie de la vidéo. On a suturé le greffon au tunnel et ensuite on va faire une suture suspendue pour bien caler les tissus verticalement pour guider la cicatrisation. Voilà. Donc ça, c'est la situation clinique avant. La cicatrisation à une semaine. Vous voyez au niveau du site de prélèvement comme au niveau du site greffé. Et puis la situation à 4 mois quand vont être réalisées les prothèses. Vous voyez qu'on a considérablement amélioré les tissus mous au niveau de la 21, qu'on a préservé l'architecture des tissus au niveau de la 11 et qu'on va pouvoir maintenant passer à la phase prothétique. Donc, donc ça, ce sont les deux provisoires qui sont arrivés au cabinet, qui avaient été faits par qui travaille avec Dimitri. Ça reviendra tout à l'heure. Ils avaient été faits Rajboum. Voilà. Philippe Rajboum, pardon. Merci.
et Philippe Rajourne qui avait fait les provisoires. Et le patient donc habitait sur la Côte d'Azur, donc finalement, il me l'a adressé pour qu'on termine la partie prothétique. Vous voyez sous cette vue à droite, cette vue de trois quarts, comme la papille existe non seulement au niveau palatin, mais aussi au niveau vestibulaire. Donc, on a conservé et amélioré tridimensionnellement les tissus. Voilà la situation avant et après au niveau de la vue occlusale. Notez au niveau de l'implant la modification de l'épaisseur des tissus mous et la quantité de tissus mous et d'épaisseur qu'on a en vestibulaire de l'implant de la 11. Et verticalement, on se retrouve avec une architecture des tissus qui est bien équilibrée, des papilles qui sont présentes, avec le final au niveau prothétique et au niveau radiologique, où vous voyez qu'on a maintenu cette architecture des tissus mous et du niveau osseux. Il n'y a pas eu de remaniement osseux dû à l'extraction de la partie de dents qu'on a laissée en place, en fait. Voilà, donc là, on a terminé notre secteur sur Bon, l'implantation cool, unitaire. très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la technique Oui, qu'on oui, a il y en vue? a plein, il y en a plein. Alors, Alors, on a une question de la part de notre ami Renaud Petitbois. Est-ce que ce serait pas une technique opérateur dépendant? Enfin, il pose pas la question, il affirme. alors, Renaud, pour te répondre, je pense que tout ce que nous faisons est opérateur dépendant. Tout ce que nous faisons est opérateur dépendant. Tu as des gens qui font des composites magnifiques et d'autres qui font des gros pâtés. Donc, je pense que tout ce que nous le faisons avec nos mains qui sont ici et notre tête et notre cœur, et qu'on fait le mieux pour nos patients, mais qu'après, tout s'apprend et que c'est une question de, voilà, de travail, d'apprentissage, d'aller voir les uns et les autres, d'améliorer ces techniques de manière à pouvoir proposer ce type de traitement. Je ne pense pas que ça soit plus opérateur dépendant qu'une reconstruction 3D, que toutes ces techniques un peu complexes qui nécessitent, oui, une habitude chirurgicale et de bien connaître, d'avoir des objectifs. C'est évident que… 100% d'accord avec toi, Franck. Tu nous parles un peu de la prothèse. Les provisoires étaient solidarisés. Ensuite, le fait d'avoir eu deux systèmes, c'était pas un peu plus compliqué. Alors, je ne me suis pas Donc, tu as étendu sur fait la sceller, prothèse. visser, c'est ça? Oui. On peut revenir sur la prothèse, 2 secondes. Sur la prothèse, je n'ai pas mis les diapos de la prothèse, c'est dommage. Alors, je vous explique. Pour la prothèse, qu'est-ce qu'on a fait? On va enlever le partage d'écran, peut-être, si j'y arrive. Mais sinon, c'est bien comme ça aussi, Bon, c'est finalement. bien comme ça. Ouais. Pour la prothèse, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, ce sont 2 couronnes transvissées. On a pu récupérer l'axe de vissage grâce au système Biomen, qui permet pour les hexagones externes de faire un vissage avec une angulation différente de l'angulation de l'implant. Donc, c'est comme le système ASC, excepté qu'il se fait aussi pour les hexagones externes. Voilà. Donc, on a 2 couronnes transvissées. J'aurais dû vous laisser la diapo, mais il y avait tellement de choses que je l'ai enlevé. 2 couronnes transvissées, pareil, zircone avec stratification de porcelaine sur la zircone directement. OK. On va peut-être pas trop s'attarder parce que si tu veux montrer un tout petit peu l'édentement partiel, il nous reste plus beaucoup de temps, donc je vais te laisser avancer. Oui, on va avancer rapidement Allez, là-dessus et il ça reste un nous peu plus de 5 préparera minutes, donc la prochaine, voilà. la prochaine Tu nous partie. donneras tu nous mettras l'eau à la bouche. Allez. Alors voilà, ici on a une situation de reconstruction. Voilà une patiente qui a été traitée, qui a eu des greffes qui ont raté et qui se présente à la consultation dans cette situation. Donc dans ce cas-là, on va avoir un travail de dépose des anciens implants, de l'ancien implant qui reste, du PINS qui reste. On va faire une régénération osseuse guidée, puis ensuite pose d'implant avec modification des tissus mous, puis un lambeau repositionné, empreinte et bridge final. Donc il va y avoir 3 interventions pour la pose des implants, la reconstruction osseuse et muqueuse. Voilà la situation de départ. Bridge provisoire, donc c'est une patiente qui m'a été envoyée du Gabon. Bridge provisoire qui est enlevé, qui a été préparé par son dentiste là-bas, qui me l'a adressé. Et voilà quelle est la situation. Donc ça, c'est
1, c'est avant la greffe, 2, c'est après la greffe. Voilà la situation au niveau radio. Donc là, j'avais déjà retiré l'implant, donc ça s'est fait très rapidement pour pouvoir ensuite agir au niveau osseux. Donc il y a eu un comblement de sinus et puis la régénération osseuse guidée. Vous voyez ici la planification implantaire, l'os sur la 3D que vous voyez à droite qui a été reconstruit. Donc on a une reconstruction à la fois horizontale et verticale de bon volume, hein, quasiment 8-9 mm dans certains endroits. Voilà la préparation du site avec ces vis d'ostéosynthèse qui servent à maintenir l'espace avec la membrane, même si c'est une membrane armée titane. Au moment de la dépose de la membrane, voici l'os régénéré, la pose des implants. Là, c'est le 3e temps chirurgical où on va déplacer les tissus mous, recréer du volume de gencive kératinisée en vestibulaire. Pourquoi? Parce que dans ces augmentations, on va forcément décaler la ligne muco-gingivale considérablement. Vous voyez ici d'autres vues de ces interventions. Et on va terminer par la mise en fonction qui va nous permettre d'aménager encore les tissus mous au moment de cette mise en place des piliers de cicatrisation qui vont nous permettre ensuite de faire la phase prothétique finale. Voilà, là, c'est le travail qui a été fait par Fabio Levrato, qui est un prothésiste de Monaco. Vous voyez à droite la qualité des tissus qu'on a obtenus, la quantité de gencives kératinisées, le repositionnement de la ligne muco-gingivale. Donc, on a recréé un environnement muqueux et osseux qui est tout à fait sain pour la mise en place d'une prothèse. On a retravaillé aussi la forme du pontique. Et voilà, avant la mise en place de la prothèse finale et le sourire de la patiente. Donc, ce sont des techniques extrêmement lourdes pour les patients, hein, qui sont assez complexes. Vous voyez ici la quantité d'os qui a été récupérée et qui sont à éviter, bien évidemment, si on peut l'éviter. C'est pour ça que je vais vous parler de reconstruction par implantation immédiate aussi dans ces cas-là. Voilà la prothèse finale, hein, tout est en place. On a reproduit, on a fait une intégration esthétique, on a reproduit la morphologie de ce qu'on avait sur le côté droit. Laisser une vis aussi pour tenir les tissus. Voilà, donc ici, 3 dents qui doivent être extraites, 22, 23, 24. On est dans une situation de bridge. Eh bien, on va le faire en 2 temps, c'est-à-dire qu'on va faire d'abord une extraction implantation immédiate. On va conserver la racine de la 23, dans ce cas-là, pour ensuite faire un bridge provisoire que vous voyez ici. Sur les implants, on va extraire la racine de la 23 avec une technique de comblement et de rouleau. Et voici ce qu'on obtient, mise en forme par le provisoire et puis réalisation prothétique. Donc, ces techniques d'extraction, implantation immédiate, elles sont, quand vous les maîtrisez, elles sont beaucoup plus simples pour le patient. C'est-à-dire que ça va être 1, 2 interventions chirurgicales au lieu de 3, 4, 5 interventions, comme on l'avait vu la dernière fois. Voilà la prothèse qui a été réalisée. Ici, c'est Jean-Pierre Cazu qui a fait la prothèse. Et puis la mise en place de cette prothèse, donc avec 2 implants qui supportent un pontique, donc avec un bridge. Ce n'est pas la peine de mettre 3 implants dans ces cas-là. Avec 3 implants, vous allez beaucoup moins avoir de facilité à travailler sur vos tissus mous et au niveau des papilles et de la gencive marginale du pontique. Donc ça c'est aussi une question qu'on a posée dans le sondage et on peut peut-être revenir sur le sondage pour conclure. On va arrêter la présentation à ce niveau-là. Absolument. Très bien. Alors, le temps de nous mettre les sondages, parfait. Donc, sur la première question, pratiquez-vous les techniques d'extraction partielle? Donc, c'est vrai qu'il manquait le 0, c'est-à-dire pour ceux qui ne le pratiquent pas, parce que certains ne pratiquent pas cette approche, et on voit à peu près, voilà, il y a une bonne moitié qui fait les deux, on va dire, et la socket shield et la racine enfuie, et le pontic shield pour à peu près le quart. Tu as quelque chose à rajouter dessus? Je ne sais pas. Non, ça sera intéressant de voir après les complications que oui. Avancer. Donc, combien de fois avez-vous réalisé la technique du socket shield? Donc, 0 pour à peu près la moitié. Donc, l'autre moitié pratique cette approche. Donc, une majorité on a fait peu
et on va dire à peu près 20%, un peu moins, 15%, 13% en ont fait 10 ou plus. Pour celles et ceux qui pratiquent la technique Shorinji, comment estimez-vous les résultats? Donc, mauvais pour 10%, médiocre pour 15% et bon pour environ, on va dire, les 2/3. Okay, Mhm. excellent pour à peu près 10%. Donc, les résultats, on va dire, sont plutôt positifs. Avez-vous eu des complications? Donc, jamais pour un peu moins que la moitié. Et donc, l'autre moitié a eu entre plus de 50% des cas jusqu'à moins de 20% des cas pour la majorité. Bon, donc, c'est un peu partagé, on va dire. Pour le remplacement de 11 et 21, je te laisse peut-être… Alors, je peux pas, j'ai pas les sondages, j'arrive pas à les avoir. Ah, Donc, je te laisse tu les as commencer. pas, zut. Eh oui. Bon, donc pour le remplacement de 11 et 21, combien placez-vous d'implants? Donc pour ces deux centrales, on a 10% qui vont mettre un implant et 90% vont mettre deux implants. Pour le remplacement de 11 et 12, on a un peu plus de 40% qui vont poser deux implants et Mhm. 57% vont poser un implant. Pour l'emplacement de 12 et 13, un peu plus de la moitié va poser un implant et un peu moins que la moitié va poser deux implants. Pour le remplacement de 3 dents, donc 11, 12, 13, on va avoir deux implants pour la grande majorité et 6%, trois implants. Et enfin, pour le remplacement de 12 à 22, deux implants pour 90% environ et le reste, un peu plus de 10%, vont poser trois, voire quatre implants. D'accord, ok, super. Voilà. Bon, ça, on le Bon, verra la prochaine fois. bon, c'est bien, c'est bien. Ça permet de réfléchir et Ouais, ouais, voilà. ouais. On Bon, va on va peut-être faire. sortir du diaporama, s'il te plaît. Comme Ouais, ça, on va absolument. pouvoir conclure. Alors, juste peut-être, on va se donner 2-3 minutes peut-être en plus et ensuite, je te laisserai conclure en nous donnant, en nous faisant un petit résumé de ce que tu as dit aujourd'hui et nous annoncer un petit peu ce que tu vas nous faire dans 2 semaines. Ouais. Alors, juste peut-être 2 mots rapides, s'il te plaît, sur la ROG que tu as faite, biomatériaux. Certains ont parlé d'apposition, donc on est bien certain que Régénération c'est une osseuse visée ROG. Voilà. avec membrane Biomatériaux. non résorbable, mélange os autogène hydroxyapatite d'origine bovine et stabilisation de la membrane avec des plis. Ok, on est bien d'accord que c'est certainement beaucoup moins lourd qu'une greffe d'apposition. Tu as dit intervention lourde, certes, mais on est quand même bien loin de ce que serait une Oui, oui, greffe oui, il n'y a pas de d'apposition. prélèvement. Ok, On n'a pas de ok. prélèvement. Alors, on peut travailler de différentes manières. Au niveau de l'os, il y a plusieurs manières de travailler. Mais moi, c'est une manière que j'utilise depuis très, très longtemps et je ne change pas. Et quelques mots sur l'aménagement muqueux, l'approfondissement vestibulaire, la recréation de gencives kératinisées. Beaucoup de questions à ce propos, beaucoup de félicitations aussi sur la qualité de tes résultats. Oui, merci. Mais la gestion des tissus mous, c'est absolument primordial dans ce genre de réhabilitation. Sinon, on n'arrive pas à avoir un résultat esthétique qui soit correct. Donc, il faut repositionner la ligne muco-gingivale. On n'a pas le choix. Et c'est bien évidemment plus facile au maxillaire qu'à la mandibule. Et donc, on va chercher au palais aussi loin que nécessaire, de manière à redécaler la ligne muco-gingivale au bon endroit. La seule chose à viser, c'est la ligne muco-gingivale. Quand on fait cette intervention, il faut viser à repositionner la ligne muco-gingivale. Et puis ensuite, eh bien, on va réaménager les tissus mous autour des implants de manière à recréer suffisamment de volume, d'épaisseur. Et on peut le faire avec des lambeaux de rotation, avec des techniques de rouleau modifiées. On peut le faire avec des greffons conjonctifs pédiculés qu'on va déplacer du palais. Voilà, donc ça, il y a toute une panoplie de techniques qu'on utilise et qui sont à mettre en œuvre dans ce genre de situation. Absolument, ouais, c'est important. Ok, très bien. Merci encore, merci, bravo pour cette super présentation. Alors voilà, en 1 minute, si tu peux nous faire, allez, On va une faire un grosse… petit résumé de ce qu'on a vu. Ouais, Donc aujourd'hui, on a terminé les indications pour les implants unitaires. Vous avez vu qu'on a étendu les indications pour l'implantation immédiate, hein, assez loin, avec des modifications, même dans les cas où on avait des récessions. Et puis, on commence à aborder les édentements partiels avec la technique classique de reconstruction osseuse en différé et les techniques immédiates. Et puis, on va voir maintenant, la prochaine fois, on verra tout ce qui est technique de socket shield associé à ces édentements partiels. Et
j'espère, quelques cas d'édentement complet où on a retravaillé l'ensemble des paramètres. Voilà. Allez, Donc, très bien, super. Merci. Merci Franck. Donc, je vous merci à rappelle vous. que la suite de la présentation de Franck, c'est dans 2 semaines. Ce sera le vendredi 1er mai. Et ben Et nous, la semaine prochaine, c'est toi. et la La semaine semaine prochaine, prochaine, c'est c'est moi. Donc, on vous donne rendez-vous encore pour nos 2 derniers webinaires prévus pour cette période de confinement. Donc, vendredi prochain à 17 heures pour la dernière partie sur la gestion des secteurs postérieurs maxillaires atrophiés. Et dans 2 semaines, le vendredi 1er mai, toujours à la même heure, 17 heures, pour la fin de la présentation de Franck. Très heureux de vous avoir parfait. eu avec nous. Portez-vous bien, faites attention à vous. Bien, La reprise, oui, tout petit vas-y. mot, tout petit mot. Pour le Cercle Dentaire, qui est une association historique à Nice, il y aura une présentation lundi sur les complications implantaires. Il y aura un webinaire. Voilà. Je veux juste vous passer le message comme ça. Vous pouvez aller sur le site du CEDESCA, voilà, puisque je fais partie du bureau de cette association et que c'est vrai ils travaillent beaucoup pour Très bien. aussi faire des Ah, choses. bon webinaire alors pour lundi. Ouais, Très ouais, bien. vas-y. Non, non, bah c'était voilà, c'était Ouais, juste super, super. voilà. A Merci, priori, Adi. on reprend notre Ça activité me va. le 11 mai, si tout va bien. Mais Oui, tout le bon, monde se prépare là. à suivre. On se prépare. Préparez-vous bien aussi. Et au plaisir de vous retrouver vendredi prochain, 17 heures. Et n'oubliez pas aussi que vous avez accès au replay des sessions précédentes jusqu'à fin avril, et notamment le replay de cette session en allant sur le site du FID, le site d'IFSIA et à travers les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller aussi nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Très bonne soirée, très bon week-end. Merci, merci Au Adi. revoir. Au Merci revoir, à au toi, revoir à Franck. Au tous. revoir. Merci.